Bonjour, c'est Mia, ravie de vous présenter un nouveau récit original de ma chaîne Regard du temps. Je m'appelle Aasia Forrester, j'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, au mariage de ma sœur, ma tante a bu un verre de trop et m'a révélé que ma mère avait jeté ma lettre d'acceptation de Columbia il y a 14 ans et que tout le monde autour de la table était déjà au courant. J'ai regardé ma mère de l'autre côté de la salle de réception. Elle n'a pas scié, elle n'a pas présenté d'excuses. Elle a souri. Puis elle a prononcé 5 mots qui ont défait 14 années de silence. Tu n'aurais pas tenu un semestre. J'avais passé la moitié de ma vie à croire que je n'étais pas à la hauteur, que j'avais visé trop haut et que l'univers m'avait remise à ma place. Il s'avère que ce n'était pas l'univers. C'était ma mère, une boîte aux lettres et une poubelle. Ce que j'ai sorti de mon sac ce soir-là a fait disparaître ce sourire. Mais j'y reviendrai. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous la regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener en 2012, au printemps où j'étais censée partir pour New York. Terminale au lycée Ridgemont, un établissement suffisamment petit pour que votre moyenne soit connue de tout le monde. La mienne était de 3,9. Je travaillais les vendredis et samedis soirs chez Sal's Pizzeria pour 6 $ de l'heure plus les pourboires, et j'économisais chaque centime parce que je savais que personne ne mettait quoi, que ce soit de côté pour moi. Ma mère, Diane, avait son système. Il y avait Brooke, ma petite sœur, qui avait 14 ans à l'époque, et il y avait moi. Brooke avait des cours de violoncelle. Brooke avait un tuteur privé pour le SAT. Brooke avait un conseiller d'orientation universitaire facturant 200 $ de l'heure qui se déplaçait chez nous avec des classeurs à code couleur. Moi, j'avais retrouvé une pile de brochures de Community College posée sur mon lit un après-midi. Sans un mot. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement envoyé une candidature à Columbia dans le dos de ma mère. J'ai rédigé ma lettre de motivation à la bibliothèque municipale après mes services chez Sal's. J'ai payé les frais de candidature avec mes pourboires. 63 $ en billets froissés de 5 et d'1 $ glissés dans une enveloppe. Je n'en ai pas parlé à ma mère parce que je savais déjà ce qu'elle dirait. Elle l'avait dit 100 fois de 100 façons différentes. Tu es le genre de fille qui reste dans sa région, Aasia. Ce n'est pas une insulte. C'est juste ce que tu es. Elle le disait comme si elle décrivait la météo, comme si elle lisait un fait sur une boîte de céréales. Le truc, c'est que j'y croyais presque, presque. Mais quelque chose d'obstiné en moi, quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à éradiquer, a rempli ses formulaires de candidature et glissé cette enveloppe dans la boîte aux lettres de la poste sur la route 9, là où elle ne pouvait pas l'intercepter. Je n'en ai pas parlé à Brooke non plus. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance. Elle avait 14 ans. Elle croyait encore que maman était équitable. Et Diane, elle avait sa propre formule pour distinguer ce qui nous séparait. Elle le disait aux proches, à Thanksgiving, à l'église, au supermarché. Brooke a du potentiel. Aasia a de la stabilité. De la stabilité. Comme si j'étais un meuble. Avril 2012. Chaque jour après l'école, je vérifiais la boîte aux lettres avant d'entrer. Chaque jour, elle était vide ou pleine de courriers adressés à Diane Forrester. Diane Forrester. Diane Forrester. Notre boîte aux lettres était au bout de l'allée, un truc rouillé de couleur verte avec un drapeau qui ne se tenait jamais droit. Ma mère rentrait de son travail au bureau du district scolaire à 15h15. Moi, je descendais du bus à 15h40, 25 minutes. C'est tout ce dont elle avait besoin pour prendre de l'avance. Je ne le savais pas à l'époque. Je savais seulement que la lettre n'arrivait pas. Un soir, je me suis assise à la table de la cuisine et je lui ai demandé directement « Est-ce qu'il y a eu du courrier de Columbia ?» Elle a à peine levé les yeux du prospectus du supermarché. Rien n'est arrivé. Je suis désolée, ma chérie. C'est peut-être pour le mieux. Je suis montée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller, porte fermée. Elle n'est pas venue vérifier. Je l'entendais en bas au téléphone, la porte de sa chambre qui claquait doucement, sa voix basse et rapide. Sur le moment, j'ai cru qu'elle parlait à une amie. Je n'y ai plus repensé pendant 14 ans. Le lendemain matin,
Une pile de brochures fraîchement imprimées de Community College trônait sur le comptoir de la cuisine à côté de mon bol de céréales. Tree County Community College, Ridgemont Valley Technical Institute. Des couvertures colorées, des étudiants souriants, des frais de scolarité, soulignés au stylo rouge. Elle les avait imprimés la veille. Pendant que je pleurais à l'étage, elle était devant son ordinateur à imprimer mon plan B. Je me suis inscrite à Tree County en août. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais que j'allais faire un transfert. Et pendant un moment, je me le suis effectivement répété. Jusqu'à ce que cette petite voix se fasse de plus en plus silencieuse et finisse par se taire. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas cherché à vérifier. J'avais 18 ans et ma mère m'avait dit que je n'étais pas à la hauteur. Et je l'avais cru. Laissez-moi résumer 14 ans en ce qu'ils ont vraiment représenté. Une longue et lente montée d'un escalier qu'on vous a dit mener à une impasse. 2 ans à Tree County. Transfert à Penn State Harrisburg. Diplômé en gestion de projet avec 38 000 $ de prêts étudiants. Poste d'assistante administrative dans une entreprise de construction de taille moyenne. Je répondais au téléphone, classais des permis, appris à lire des plans parce que personne ne m'avait dit que je n'en étais pas capable. À 26 ans, j'étais coordinatrice de projet. À 29, chef de projet. À 31, directrice de projet senior supervisant des constructions résidentielles valant entre 3 et 4 millions de dollars chacune. J'avais acheté une petite maison avec un jardin à 15 minutes de là où j'avais grandi. Je payais mon propre crédit immobilier. Je tondais ma propre pelouse. Et à chaque fois que j'atteignais un jalon, chaque augmentation, chaque promotion, chaque clôture de chantier, ma mère trouvait le moyen de recadrer les choses. C'est bien, Asia. Brooke vient d'être promue coordinatrice marketing chez Palmer & West. N'est-ce pas merveilleux? Tu as acheté une maison. Bravo. Brooke cherche des appartements dans le quartier de Fieldcrest. Un bien meilleur quartier. Ce n'est pas qu'elle m'insultait franchement. Elle s'assurait simplement que je connaisse le tableau d'affichage. Et sur ce tableau, Brooke avait toujours 2 points d'avance. Non pas parce que Brooke le méritait, mais parce que ma mère déplaçait continuellement les poteaux. Je ne m'en voulais pas à Brooke. C'était ma petite sœur. Elle travaillait dur à sa façon. Ce que je me reprochais, c'était de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir été admise à Columbia, d'être le genre de fille qui reste dans sa région. Cette conviction pesait dans ma poitrine comme une pierre pendant 14 ans. Puis, 6 mois avant le mariage, quelque chose a changé. Mais j'y reviendrai. Brooke m'a appelé un mardi de mars. Elle se mariait. Kyle Maddox, un gars correct dans la vente pharmaceutique, qui souriait trop mais sincèrement. Elle voulait que je sois demoiselle d'honneur. Pas témoin? Ai-je demandé, à moitié en plaisantant. Maman gère la majeure partie de l'organisation, alors elle s'est en quelque sorte attribué ce rôle. Évidemment. J'ai dit oui parce que j'aimais Brooke. J'ai dit oui parce que c'est ce que font les grandes sœurs. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Non pas pour me féliciter d'avoir été choisie, non pas pour bavarder, mais pour gérer. Asia, tu dois comprendre quelque chose. C'est la journée de Brooke. Ne la ramène pas à toi. Je n'ai rien fait, maman. Je sais comment tu peux être. Comment je peux être? Cette formule qu'elle utilisait depuis mes 12 ans. Chaque fois que j'avais une opinion, une limite, une pensée qu'elle n'avait pas préapprouvée. Comment tu peux être, comme si exister avec un peu d'épine dorsale était un défaut de caractère. Elle m'a également informé que je porterais du vert sauge, pas le rose poudré des autres demoiselles d'honneur, parce que c'est mieux pour ton teint. Une couleur différente, mise à l'écart, contrôlée jusqu'au fil. J'ai raccroché et me suis assise dans ma cuisine un long moment. J'ai pensé à chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner en famille où je m'étais présentée, avait souri et joué mon rôle. La fiable, la stable, celle qui n'avait besoin de rien parce qu'on l'avait entraînée à ne rien demander. J'avais 32 ans. Je gérais des chantiers de construction à 4 millions de dollars. Je coordonnais des équipes de 30 personnes. Je résolvais des problèmes sous pression chaque semaine. Et ma mère me traitait encore comme une petite fille à qui il fallait dire quelle couleur porter.
Voici ce que j'ai commencé à comprendre dans les semaines précédant le mariage. Le problème n'était pas seulement ma mère. Le problème, c'était moi. Ou, plus précisément, l'histoire que je portais. Je venais d'être promue directrice de projet senior. Mon patron, Gérald, m'avait prise à part après l'annonce et m'avait dit « Tu devrais présenter le projet Colton Ridge au conseil d'administration le trimestre prochain. » Ma première pensée, je ne suis pas qualifiée pour ça. Ma deuxième pensée, d'où ça vient ça? J'avais les chiffres, j'avais les résultats. J'avais livré un projet sous budget et en avance sur le calendrier pour la première fois dans l'histoire de notre division. Mais quelque part entre mon cerveau et ma bouche, il y avait un mur, une voix, la voix de ma mère, qui disait « Tu es le genre de fille qui reste dans sa région. » C'est là que ça m'a frappé. Nettement, durement, comme marcher dans une porte vitrée. Le mensonge ne concernait pas seulement Columbia. Il était structurel. Il avait tout façonné. La façon dont je doutais de moi en réunion. La façon dont je détournais les compliments. La façon dont je tressaillais chaque fois que quelqu'un me demandait où j'avais fait mes études. Comme si Tree County et Penn State Harrisburg étaient des aveux plutôt que des accomplissements. Si je restais silencieuse, si je continuais à jouer le rôle que ma mère m'avait écrit, je perdrais encore 14 ans. Je continuerais à me rapetisser dans les salles de conseil. Je continuerais à m'excuser d'occuper de l'espace. Je continuerais à vivre dans une histoire inventée par quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas me le permettre. Pas financièrement. Financièrement, j'allais bien. Mais quelque chose de plus précieux que l'argent était dépensé. Et je n'en avais plus beaucoup. 6 mois avant le mariage, j'avais pris une décision qui me terrifiait. Une décision dont je n'avais parlé à personne. Ni à ma mère, ni à Brooke, ni même à ma meilleure amie. Je n'étais pas encore prête à en parler, mais elle était dans mon sac à main. Ce qui allait changer bientôt. Le dîner de répétition avait lieu au country club la veille du mariage. Nappes ivoire, bougies qui sentèrent la vanille. 80 personnes dans une salle faite pour 60. Ma mère s'est levée pour porter un toast. Elle tenait son verre de champagne comme un sceptre. Pendant 9 minutes, je les ai chronométrés sur mon téléphone sous la table. Elle a parlé du parcours de Brooke, des premiers pas de Brooke, du récital de violoncelle de Brooke à 10 ans, de l'admission de Brooke au Whitmore College, de la carrière de Brooke, du cœur en or de Brooke. Elle n'a pas mentionné mon nom une seule fois, pas une fois en 9 minutes. J'étais assise à 1,20 mètres d'elle dans la robe vert sauge qu'elle avait choisie, et je n'existais pas. J'ai toujours su que Brooke était destinée à de grandes choses, a-t-elle dit, les yeux brillants. Une mère le sait. La salle a applaudi. J'ai applaudi aussi, parce que fait-on quand sa mère vous efface en public sous les yeux de tous? Après, j'ai senti une main serrer la mienne sous la table. Ma tante Patricia, la sœur cadette de ma mère, tenait bon. Ses yeux étaient rouges. « Je suis désolée », a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardée. Désolée de quoi? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a avalé une longue gorgée de champagne. Laisse tomber. Demain, je te dirai demain. Me dire quoi, Patricia? Elle a secoué la tête et détourné le regard, mais sa main tremblait. Ta mère n'est pas celle que tu crois, a-t-elle dit si doucement que je l'ai presque manqué. Et toi non plus? Elle s'est levée et est partie aux toilettes, avant que je puisse répondre. Je suis restée là avec les mots de ma tante qui résonnaient dans ma tête et le toast de ma mère qui continuait d'écho sur les murs. Quelque chose arrivait. Je le sentais, comme on sent un orage. L'air change avant que le ciel ne change. Ce soir-là, au dîner de répétition, ma tante avait serré ma main sous la table en murmurant « Je suis désolée ». Et je n'avais aucune idée de ce pourquoi elle s'excusait. Pas encore. Mais je le sentais dans ma poitrine. Quelque chose venait. Si vous avez déjà été assis à une table de famille en ayant l'impression que tout le monde savait quelque chose, sauf vous, laissez un commentaire. Racontez-moi, parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Cette histoire est sur le point de se retourner.
Matin du mariage. La suite nuptiale du country club sentait la laque et les gardénias. Brooke était assise devant un miroir de coiffeuse pendant qu'une maquilleuse travaillait sur ses yeux. Elle était magnifique, vraiment, à en avoir le cœur brisé. Et pendant un instant, j'ai oublié tout le reste. « Remonte ma fermeture éclair », a-t-elle demandé. J'ai tiré délicatement sur la fermeture en faisant attention à la dentelle. Ma petite sœur qui se marie. Puis, Diane est entrée, presse-papier à la main. Littéralement un presse-papier. Les fleurs doivent être déplacées de 15 centimètres vers la gauche à l'autel. La grand-mère de Kyle est en fauteuil roulant, donc réorganisez le rang 3. Et à Asia, mets-toi derrière pour les photos. Brooke est la mariée, pas toi. Le pinceau de la maquilleuse s'est arrêté à mi-geste. « Maman », a dit Brooke doucement. « Quoi ? Je suis pratique, c'est tout. Elle est plus grande. Elle va masquer la photo. Je mesure 1,68 m. Brooke mesure 1,62 m. 6 centimètres ne constituent pas un problème de blocage. C'est bon, ai-je dit. Voilà, elle dit que c'est bon. Diane s'est retournée vers son presse-papier. Et puis, souris moins pendant la cérémonie. Tu détournes l'attention. Sourire moins. Au mariage de ma sœur, on me demandait de m'effacer pour que la salle ne me remarque pas par accident. La maquilleuse m'a regardée dans le miroir. Je l'ai regardée en retour. Nous avons échangé ce genre de coup d'œil qui n'a pas besoin de mots. Celui où un étranger voit quelque chose et décide de ne pas le dire. Brooke a attrapé ma main pendant que son mascara séchait. Ignore-la. Tu es magnifique. Merci, Brookie. Je le pensais. Et je voulais dire ce surnom, celui de quand elle avait 6 ans et que j'en avais 10, avant que notre mère ne trace une ligne entre nous et ne lui dise que c'était l'horizon. J'ai lissé l'arrière de son voile. Diane aboyait des ordres au fleuriste par téléphone. Et je pensais, ce soir. Patricia avait dit, ce soir. La cérémonie se déroulait en extérieur, chaise blanche sur une pelouse, un baldaquin enveloppé de lierre, 120 invités disposés en rangées ordonnées, comme un public attendant un spectacle. Et ma mère s'était assurée que c'était le sien. Elle était assise au premier rang au centre, serrant la main de Brooke avant la procession, comme si c'était elle qui la cédait. Notre père, Greg, n'était pas là. Il était parti en Arizona après le divorce quand j'avais 12 ans. Diane avait géré cette sortie aussi, lentement, délibérément, jusqu'à ce qu'il se sente comme un invité dans sa propre maison et parte. Elle avait dit à tout le monde qu'il avait choisi de partir. Elle n'avait jamais mentionné la partie où elle avait changé les serrures pendant qu'il était au travail. Avant le début de la cérémonie, Diane avait déjà remanié le programme. L'officiant a annoncé un ajout non prévu. Quelques mots de la mère de la mariée. La wedding planner de Brooke avait l'air déconcertée. Ce n'était pas prévu. Diane s'est avancée. Elle portait une robe ivoire. Pas blanche, ivoire, juste assez proche du blanc pour qu'on le remarque, juste assez loin pour qu'on ne puisse pas s'en plaindre sans paraître mesquin. Elle a parlé pendant 4 minutes du privilège d'élever une fille qui brille. Elle a parlé de sacrifice. Elle a parlé de longues nuits à aider pour les devoirs de Brooke, précisément. Elle a parlé de donner tout ce que j'avais pour m'assurer que ma fille ait toutes les opportunités. Ma fille, au singulier. Je me tenais dans la rangée des demoiselles d'honneur, en vert sauge, tenant un bouquet de roses, et je regardais 120 personnes hocher la tête pendant que ma mère décrivait une famille qui n'avait qu'un seul enfant. J'ai croisé le regard de Patricia au 4e rang. Elle serrait le bord de sa chaise pliante. Sa mâchoire était serrée. Elle a légèrement secoué la tête. Un signal privé que je ne comprenais pas encore. La réception s'est poursuivie à l'intérieur. Table ronde, centre de table de pivoine blanche, un DJ qui diffusait Sinatra, assez doucement, pour qu'on puisse parler par-dessus. La table de famille était près de la table d'honneur, assez proche pour voir Brooke et Kyle, assez loin pour avoir l'impression d'être au second plan. Assis autour de moi, Diane, Patricia, ma grand-mère Martha, 82 ans. Appareils auditifs, dans les 2 oreilles, toujours plus vives que ne le pensait quiconque.
2 cousins du côté de Diane, Tyler et Mitchell, tous deux trop occupés sur leur téléphone pour remarquer quoi que ce soit. Diane a commencé en quelques minutes. Elle s'est tournée vers Martha et a lancé une rétrospective de la vie de Brooke. Chaque accomplissement livré comme un communiqué de presse. Brooke a été admise à Whitmore du premier coup. Soutien familial total, bien sûr. Certains enfants s'élèvent quand on leur donne les bases. Elle m'a regardée en disant certains enfants. La formulation n'était pas un hasard. Et maintenant, ce beau mariage. Kyle est merveilleux, le genre d'homme qui apprécie une femme avec de l'ambition. J'ai bu mon eau et n'ai rien dit. J'avais pratiqué cela toute ma vie. L'art de rester immobile pendant que quelqu'un raconte votre insignifiance. Patricia remplissait son 3e verre de champagne, puis son 4e. Sa main n'était plus très stable. Elle me regardait Diane, puis me revenait. Un triangle de regards qui s'accélérait. Diane l'a remarqué. Pour la première fois de la journée, j'ai vu quelque chose traverser le visage de ma mère qui n'était pas du contrôle. C'était de l'inquiétude. Elle a regardé Patricia et a dit avec désinvolture « Patty, passe peut-être à l'eau. » « Je vais bien », a dit Patricia trop fort. Mitchell a levé les yeux de son téléphone. Martha a incliné sa bonne oreille vers Patricia. Quelque chose se construisait à cette table, silencieux et sous pression, comme un tuyau sur le point de lâcher. Un cousin de Kyle à la table voisine s'est penché. « Alors, Aasia, que devenez-vous » ? « Brooke parle tout le temps de vous. » Avant que je puisse répondre, Diane a coupé. « Elle travaille dans un bureau. C'est bien. Tout le monde n'est pas fait pour la voie rapide. » La table s'est tue. Même Tyler a levé les yeux. J'ai posé mon verre d'eau. Ma main était ferme. Ma voix n'était pas forte. Je gère des chantiers de construction à 4 millions de dollars, maman. Je pense être sur la bonne voie. Diane a agité la main. Tu sais ce que je veux dire. Brooke est dans le marketing chez Palmer & West. Un domaine très compétitif. Beaucoup de pression. Elle a souri au cousin. Aasia est plutôt du genre dans l'ombre. Dans l'ombre. Comme si j'étais un machiniste dans la vie de quelqu'un d'autre. Martha, ma grand-mère, qui avait été silencieuse toute la soirée, que tout le monde supposait ne pas suivre vraiment la conversation, a posé sa fourchette. « Diane, tais-toi !» 2 mots, délivrés comme un coup de marteau. Diane a cligné des yeux. « Pardon ? Tu m'as entendu ? Tais-toi !» C'était la première fois dans mon souvenir que quelqu'un dans notre famille avait dit à Diane de s'arrêter. Martha avait toujours été douce. Voix douce, opinion douce, le genre de grand-mère qui envoyait des cartes avec des billets de 5 dollars et ne prenait jamais parti. Mais elle regardait Diane maintenant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Fatiguée, non pas de la soirée, mais des années. Diane s'est vite reprise. Elle a ri, a tapoté la main de Martha et a dit « Maman, je suis honnête, c'est tout. » Mais la table se sentait différente. Tyler regardait. Mitchell avait posé son téléphone. Patricia avait encore vidé son verre de champagne, les joues rouges. Sous la nappe, je sentais mon sac contre ma cheville. Il y avait quelque chose à l'intérieur, quelque chose que je n'avais pas prévu de montrer ce soir. C'était sur le point de changer. 6 mois avant le mariage, j'étais dans ma voiture dans le parking du Wawa, en train de manger un sandwich d'Inde pendant ma pause déjeuner, en faisant défiler mon téléphone, quand un article m'a arrêté net. Columbia University School of General Studies. La voie Ivy League pour les étudiants non traditionnels. Je l'ai lu 2 fois, puis 3, puis j'ai posé le sandwich et l'ai lu une 4e fois. General Studies. Un vrai diplôme de Columbia. Pas un certificat, pas une formation continue. Un diplôme universitaire complet d'une université Ivy League. Conçu spécifiquement pour les étudiants ayant emprunté un chemin non traditionnel, des personnes ayant d'abord travaillé, des personnes ayant commencé en community college, des personnes plus âgées, expérimentées, aguerries. Des gens comme moi. Je suis restée dans ce parking pendant 45 minutes. Ma pause déjeuner était de 30. J'allais être en retard et je m'en fichais. Ce soir-là, j'ai commencé la candidature. À 2 heures du matin, table de cuisine, écran d'ordinateur portable brillant dans l'obscurité, j'ai écrit ma lettre de motivation d'une seule traite. Pas de plan,
Pas de stratégie, juste la vérité. J'ai 32 ans. Je travaille dans la gestion de chantiers de construction. Je n'ai jamais cessé de vouloir ça. Je n'en ai pas parlé à ma mère. Je n'en ai pas parlé à Brooke. Je n'en ai parlé à personne parce que la dernière fois que j'avais voulu quelque chose aussi fort, on me l'avait arraché. Et je n'allais donner à personne la possibilité de m'en dissuader. 2 semaines avant le mariage, la lettre est arrivée. Une grande enveloppe avec le crest bleu de Columbia dans le coin. Je l'ai ouverte dans ma voiture. Le même parking du Wawa, une saison différente. J'ai lu la première ligne et j'ai pleuré si fort que je ne voyais plus la deuxième. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans mon portefeuille et l'ai portée sur moi chaque jour. J'avais prévu de parler à Patricia au mariage. Elle était la seule personne en qui j'avais confiance avec quelque chose d'aussi fragile. Je ne savais pas encore ce que Patricia allait me révéler. Je ne savais pas que la lettre dans mon portefeuille allait entrer en collision avec un secret vieux de 14 ans. Je savais juste qu'elle était à moi, et je la portais près de moi. Comme on porte quelque chose de précieux dans une pièce pleine de gens qui pourraient ne pas en comprendre la valeur. J'ai replié la lettre, l'ai reglissée dans mon portefeuille, le portefeuille dans mon sac, et j'ai fermé la fermeture éclair. Puis je me suis habillée, j'ai conduit jusqu'au country club, et je suis entrée au mariage de ma sœur en portant la preuve que je n'avais jamais été la fille que ma mère disait que j'étais. Je ne le savais tout simplement pas encore. Les toasts de la réception ont commencé à 19h30. Le garçon d'honneur de Kyle est passé en premier. Un discours drôle et décousu sur les colocataires de fac et les pâtes carbonisées. Tout le monde a ri. Brooke rayonnait. Puis Diane s'est levée. Elle avait changé de tenue pour la réception. Une veste crème sur un chemisier en soie, des perles à la gorge. Elle a pris le microphone au DJ comme si elle l'attendait depuis le début de la journée. Probablement. Être mère, a-t-elle commencé, est le travail le plus difficile au monde, surtout quand on le fait seul. Elle a fait une pause pour les faits, elle était douée pour les pauses. Pendant 6 minutes, elle a raconté au public son parcours. Le divorce, les sacrifices, les soirées passées à la table de la cuisine, à aider pour les devoirs, les week-ends à conduire pour des récitals et des compétitions, les candidatures qu'elle avait relues, les dissertations qu'elle avait éditées. Chaque exemple concernait Brooke, absolument chacun. « J'ai tout donné pour offrir le meilleur à mes filles », a-t-elle dit. Et le pluriel sonnait comme une formalité, un mot qu'elle avait inclus pour que personne ne puisse l'accuser d'avoir oublié. Puis, elle a regardé Brooke, les yeux embués de larmes, vrai ou tellement répété que ça n'avait plus d'importance. « Brooke, tu es ma plus grande réussite. » Elle m'a regardé directement en le disant. Elle a soutenu mon regard pendant 2 pleines secondes. Assez longtemps pour que je sente le couteau. Assez longtemps pour que la femme à la table voisine se penche vers son mari et chuchote. Elle a 2 filles, non? La salle a applaudi. J'ai applaudi aussi. Mes mains bougeaient automatiquement, comme elles avaient été formées à le faire pendant 32 ans, en applaudissant la version de notre famille, selon ma mère, celle où j'étais une note de bas de page. « Certains enfants naissent pour briller », a dit Diane, tenant toujours le micro. « D'autres naissent pour regarder. » Elle s'est assise. Le DJ a remis du Sinatra et Patricia a tendu la main vers la bouteille de champagne. Je me suis levée de ma chaise et je suis sortie de la salle de réception, dans le couloir moquetté, devant les toilettes, par une porte latérale vers le parking. Je me suis adossée contre une benne à ordures derrière le country club. J'ai appuyé mes paumes à plat contre le mur de briques et j'ai respiré. D'autres naissent pour regarder. Elle l'avait dit dans un microphone devant 120 personnes au mariage de son autre fille. Je voulais partir. Je voulais monter dans ma voiture, rentrer chez moi, fermer la porte à clé et ne jamais m'asseoir à nouveau à cette table. Je voulais en finir, mais je voyais déjà la version de ce soir où je partirais en voiture. Ma mère au brunch du lendemain, secouant tristement la tête. Aasia est partie tôt. Elle a toujours été jalouse de Brooke. J'ai essayé de l'inclure, mais elle en a fait une affaire personnelle. Vous savez comment elle peut être. Si je partais, elle gagnait.
Elle réécrirait l'histoire avant que j'atteigne l'autoroute. Et j'ai pensé à Brooke, ma sœur, ma vraie sœur. Pas le trophée de Diane, pas l'enfant préféré, mais la fille qui avait remonté ma fermeture éclair pour le bal de promo et me laissait des messages vocaux pour mon anniversaire qui commençaient par E K K. Brooke n'avait pas fait ça. Brooke ne méritait pas que son mariage soit la nuit où sa sœur était partie. Je suis rentrée. Je me suis assise. Patricia a attrapé ma main sous la table à la seconde où je suis revenue. Son emprise était féroce. « Je ne peux plus garder ça », a-t-elle dit. Sa voix était épaissie par le champagne et quelque chose de plus dur. Le son d'une décision prise. Pas après ce qu'elle vient de dire. Garder quoi? Patricia a regardé Diane, qui acceptait des compliments pour son discours, puis elle m'a regardée à nouveau. La vérité. Diane s'est réinstallée dans sa chaise, lissant sa serviette. Une cousine lui disait que son discours était tellement émouvant. Diane répondait « Eh bien, j'ai simplement parlé avec mon cœur. » La voix de Patricia a traversé la table comme un verre qui se brise. « Tu sais que ta mère a caché cette lettre, n'est-ce pas ?» Tout s'est arrêté. Les fourchettes ont fait une pause. Les verres à champagne se sont figés à mi-chemin. Tyler a levé les yeux. Mitchell s'est retourné. Patricia me regardait directement. Ses yeux étaient humides, sa mâchoire serrée, et sa voix était ferme pour la première fois de la nuit. La fermeté de quelqu'un qui a finalement arrêté de se battre contre lui-même. Nous savions tous. Je ne pouvais pas bouger. Quelle lettre? Ta lettre de Columbia. Tu as été admise à Assia. Tu as été admise à Columbia. Elle l'a sortie de la boîte aux lettres et l'a jetée. La table s'est tue. Pas le genre de silence poli. Le genre sans air. Celui où on entend la glace se tasser dans les verres d'eau. Je me suis tournée vers ma mère. Est-ce vrai? Diane a pris son verre de vin. Elle en a bu une lente gorgée. Elle l'a reposé. Et puis, elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas présenté d'excuses. Elle n'a pas pleuré, ni bafouillé, ni détourné le regard. Elle a reposé son verre de vin, redressé ses perles et a dit « Oh, Patricia, tu as toujours été dramatique. » Martha a mis la main sur sa poitrine. Tyler avait la bouche ouverte. Mitchell avait son téléphone en main, mais ne le regardait pas. « Diane, » a dit Patricia la voix montant, « dis-lui la vérité. » Ma mère m'a regardée, calme, sans ciller. Le même visage qu'elle avait fait quand elle m'avait dit que rien n'était arrivé dans le courrier. « C'était il y a 14 ans, a-t-elle dit. Passe à autre chose. » Je n'ai pas passé à autre chose. Est-ce que tu as jeté ma lettre d'acceptation de Columbia? Je l'ai dit clairement. Pas de tremblement, pas de larmes. J'avais besoin que les mots atterrissent dans chaque oreille à cette table, et c'est ce qu'ils ont fait. Diane m'a regardée comme elle m'avait toujours regardée, en jaugeant, en calculant, en décidant quelle part de réalité elle autoriserait dans la pièce. Et puis, elle a souri. Tu n'aurais pas tenu un semestre. Les mots ont atterri sur la table comme une gifle. Martha a inspiré brusquement. Tyler s'est rejeté en arrière dans sa chaise. Patricia a fermé les yeux. Elle ne le niait pas. Elle le défendait. 14 ans de silence. Et sa réponse n'était pas « je suis désolée » ou « j'avais tort ». C'était « j'avais raison de le faire ». Les invités aux tables voisines s'étaient tus. La vague se propageait, têtes qui se tournaient, conversations qui s'arrêtaient, la musique du DJ soudainement trop forte pour une salle qui avait cessé de parler. Je suis restée parfaitement immobile. 14 ans de conviction que je n'étais pas à la hauteur se sont fissurés comme une coquille d'œuf. Et en dessous se trouvait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Ça viendrait plus tard dans ma voiture à 2 heures du matin sur l'autoroute du retour. À cet instant, j'étais claire. Plus claire que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Parce que ma mère venait de confirmer la chose que j'avais fui depuis mes 18 ans. J'étais à la hauteur. Columbia avait dit oui. L'univers ne m'avait pas corrigé. Ma mère l'avait fait. Et j'avais quelque chose dans mon sac qu'elle ne savait pas.
J'ai atteint vers le bas, dézippé le sac, senti le papier plié entre mes doigts, les 12 plis, son poids, le crest bleu que j'avais tracé de mon pouce des centaines de fois. Je l'ai sorti, et c'est là que le sourire a disparu. Elle avait souri. Ma mère m'avait regardé dans les yeux, admis qu'elle avait détruit mon avenir, et elle avait souri. 14 ans à croire que je n'étais pas à la hauteur, et c'était un mensonge, construit intentionnellement. En ce moment, si cette histoire vous touche quelque part de réel, j'ai besoin que vous appuyiez sur ce bouton. J'aime, parce que ce que j'ai sorti de mon sac ensuite est la partie que j'attendais de vous raconter. Restez avec moi. J'ai posé l'enveloppe sur la table entre mon verre d'eau et le vin de ma mère. Columbia University. Le crest bleu. L'adresse au West Sensei's Street. Le poids officiel. Le papier officiel. J'ai postulé à la School of General Studies de Columbia il y a 6 mois, ai-je dit. Ma voix était calme, comme elle l'est lors d'une réunion de chantier quand la livraison de béton a 4 heures de retard et que tout le monde panique sauf moi. Seule, avec ma propre dissertation, avec mon propre argent. J'ai déplié la lettre, l'ai posée à plat et j'ai été admise. La table n'a pas respiré. La main de Martha a bougé de sa poitrine vers sa bouche. Patricia pleurait, non pas les larmes alcoolisées et bruyantes du début de soirée, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage sans un son. Tyler s'est penché en avant pour lire l'entête. Mitchell a pris son téléphone et l'a reposé comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Et Diane fixait la lettre. Le sourire avait disparu. Pas lentement, pas par étapes, éteint comme si quelqu'un avait coupé la lumière derrière son visage. Ses yeux sont passés du crest, au texte, à mon nom imprimé sur la première ligne. Et je l'ai regardée traiter la seule chose qu'elle avait passé 14 ans à s'assurer ne se produirait pas. Je ne savais pas que tu m'avais volé ma première chance, maman. Je gardais les yeux sur elle. J'ai postulé parce que je le voulais, pas à cause de toi. En dépit de toi. Elle n'a rien dit. Ses doigts tressaillaient contre la nappe. Tu m'as dit que je ne tiendrais pas un semestre, ai-je dit. J'ai ramassé la lettre, l'ai tenue de façon qu'elle puisse voir le sceau. Columbia n'est pas d'accord. La femme, à la table d'à côté, celle qui avait chuchoté, elle a 2 filles, non? A appuyé sa serviette contre sa bouche. Diane n'avait toujours pas parlé. Diane s'est reprise comme elle se reprenait toujours, en changeant le cadre. Elle s'est redressée. Elle a lissé sa veste et a déployé son arme la plus ancienne. Tu gâches le mariage de ta sœur. Sa voix était contrôlée, mais il y avait maintenant quelque chose de coupant dedans. Le son d'une femme habituée à tenir le gouvernail qui sent soudainement le bateau tourner. C'est exactement pourquoi Tu as gâché ce moment, maman, pas moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu as choisi de sourire. C'est une affaire de famille privée. Elle a regardé autour de la table, les cousins, Martha, Patricia, cherchant un allié, n'en trouvant aucun. Non, Diane. La voix de Patricia était brute mais claire. Tu l'as rendue publique quand tu as fait ce discours sur ta plus grande réussite. Pendant que ton autre fille était assise là. La bouche de Diane s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Patricia n'avait pas fini. Elle l'a mérité, Diane. Elle l'a mérité à 18 ans. Et elle l'a mérité à nouveau maintenant. Tu le lui as volé. Reconnais-le. La vague avait atteint les tables au-delà de la nôtre. Je sentais les regards. J'entendais le changement. Le murmure sourd d'une salle en train de réévaluer la femme à la veste crème et aux perles. Diane s'est accrochée au bord de la table. Tu fais une scène. C'est toi qui as fait la scène, ai-je dit. Il y a 14 ans, devant une boîte aux lettres. Ses yeux allaient et venaient, à gauche et à droite. Elle cherchait une sortie, un moyen de recadrer, la version de cette conversation où elle était la victime. Je la voyais essayer de la construire en temps réel. Les larmes, la lèvre tremblante, l'après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Mais la table regardait. Et pour la première fois de ma vie, la salle n'y croyait pas. Brooke est apparue au bord de notre table. Elle était encore en robe de mariée, la traîne rassemblée sur un bras,
le voile repoussé en arrière. Quelqu'un lui avait dit. Kyle se tenait quelques pas derrière, la main sur sa cravate, la posture universelle d'un homme qui ne sait pas s'il doit rester ou partir. Est-ce vrai? Sa voix était mince, tendue à craquer. Maman, tu as jeté sa lettre? Diane a tendu la main vers le bras de Brooke. Ma chérie, ne faisons pas ça maintenant. Brooke a reculé. Tu l'as fait? J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. La réponse a mal atterri, et Diane le savait. Je le voyais dans la façon dont elle clignait des yeux. Trop vite. Recalcul. Brooke s'est tournée vers moi. Tu as été admise à Columbia à 18 ans? J'ai hoché la tête. Elle m'a dit que tu n'avais même pas candidaté. La voix de Brooke s'est brisée. Elle a dit que tu n'avais jamais voulu aller à l'université. Elle a dit que tu étais heureuse de rester dans ta région. J'ai laissé ça s'installer. J'ai laissé Brooke entendre l'écho du mensonge de notre mère dans sa propre bouche et ressentir ce que ça sonnait. Je n'étais pas heureuse, ai-je dit doucement. Je savais juste qu'il n'y avait pas d'autre option. Brooke a porté la main à sa bouche. La dentelle sur sa manche tremblait. Je ne savais pas, Aasia. Je te jure que je ne savais pas. Je me suis levée et j'ai pris ma sœur dans les bras. Elle tremblait. Son voile a effleuré mon menton. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. Je sais. Par-dessus l'épaule de Brooke, j'ai vu Kyle me faire un petit signe de tête. Un geste petit et solide d'un homme qui venait de regarder sa nouvelle belle-mère se faire défaire à son propre mariage et qui choisissait de se tenir du bon côté. Brooke a lâché, s'est essuyé les yeux et s'est tournée vers Diane. « De quoi d'autre as-tu menti ?» Diane n'a pas répondu. Diane s'est levée. Elle a ramassé sa pochette, une petite chose crème assortie à sa veste. Parce que même en crise, Diane Forrester coordonnait. Je pars. Vous avez tous fait votre choix. Elle l'a dit comme si c'était elle qu'on injuriait, comme si elle était la protagoniste qui quittait une pièce ingrate. Elle avait déjà fait ça. Menaçait de partir comme si c'était une punition. Avait entraîné la famille à paniquer à l'idée de son absence. La voix de Martha l'a arrêtée. « Assieds-toi, Diane. Ma grand-mère, 82 ans, 1,50 m, appareils auditifs dans les 2 oreilles. Elle avait été douce toute sa vie. Carte d'anniversaire avec des billets de 5 $, appel qui commençait par « Comment va ma chérie ?» Les mains les plus douces de n'importe quelle pièce. Elle n'était pas douce maintenant. « Assieds-toi et écoute ta fille. » Diane s'est figée, sa pochette dans une main et sa dignité dans l'autre. Elle a regardé Martha comme une adolescente regarde un parent qui a trouvé le bulletin scolaire caché, stupéfaite, coincée, à court d'arguments. Elle s'est assise. La table était silencieuse. La salle autour de nous s'était amincie. Certains invités s'étaient déplacés vers la piste de danse. D'autres regardaient de loin, des verres à champagne tenus comme des boucliers. Mais notre table était maintenant le centre de gravité, et tous ceux qui y étaient assis le savaient. Je n'ai pas crié, je n'ai pas énuméré mes griefs, je n'ai pas pleuré. Je ne demande pas d'excuses, ai-je dit. J'ai arrêté d'en avoir besoin il y a longtemps. Diane a levé les yeux. Je veux juste que tu saches que tu ne m'as pas arrêté, maman. J'ai plié la lettre de Columbia et l'ai reglissée dans mon portefeuille. Tu m'as retardée. J'ai laissé le mot atterrir. Retardée, pas détruite, pas vaincue. Retardée. 14 ans, ai-je dit. Et je continue. Martha a tendu la main par-dessus la table et a posé sa main sur la mienne. Bravo, ma fille, a-t-elle dit. Bravo. Je n'ai pas demandé d'excuses parce que j'avais appris quelque chose sur les excuses des gens comme ma mère. Ce ne sont pas des aveux, ce sont des outils. Elle s'excuserait comme elle faisait tout, stratégiquement, avec des conditions, d'une façon qui la rendrait quand même héroïne de l'histoire. Je n'étais pas intéressée par sa performance. J'étais intéressée par mes limites. Je commence à Columbia en septembre, ai-je dit. Non pas à la table, à Diane. Je ne répondrai pas à tes appels d'ici là. Quand je serai prête à parler, je te contacterai. Tu ne peux pas simplement... Je peux, et c'est ce que je fais. Elle a voulu ouvrir la bouche à nouveau, et j'ai vu la machinerie.
la façon dont son cerveau construisait déjà le récit qu'elle raconterait à ses amis demain. Aasia a fait une scène au mariage. Aasia m'a humiliée devant la famille. Elle a toujours été difficile. Vous savez comment elle peut être. Mais les témoins étaient encore à table, et ils avaient tous entendu les mêmes mots que moi. Je me suis tournée vers Brooke, qui se tenait à côté de Kyle, le mascara traçant de minces lignes sur ses joues. C'est ton mariage, Brookie. Je t'aime. Je vais rester pour votre première danse. Et ensuite, je vais partir. D'accord. Brooke a hoché la tête. Elle a tendu la main et l'a serrée fort, comme elle la tenait quand elle avait 6 ans et qu'on traversait un parking. D'accord, a-t-elle dit. J'ai regardé Diane une dernière fois. Elle était très immobile, sa pochette sur la table, sa serviette froissée dans son poing. Je ne te punis pas, maman. Je me protège. Elle n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je me suis assise. Patricia m'a versé un verre de champagne, le premier de la nuit pour moi. Nous avons tintinabulé nos verres sans un mot. Le DJ a changé de chanson pour quelque chose de lent. Brooke et Kyle sont allés sur la piste de danse. La première danse était At Last d'Etta James. Brooke avait toujours adoré cette chanson. Elle l'a passée dans sa chambre sur un petit haut-parleur portable quand elle avait 16 ans, chantant dans une brosse à cheveux. En la regardant se balancer avec Kyle sous les guirlandes lumineuses, je me souvenais de la fille qui venait en cachette dans ma chambre à minuit pour me demander si les garçons pouvaient jamais la remarquer. Je me tenais au bord de la piste de danse, mon champagne intact. Patricia est apparue à côté de moi. Elle sentait le champagne et le soulagement. « J'aurais dû te le dire il y a des années », a-t-elle dit. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Brooke. « Tu me l'as dit ce soir, c'est ce qui compte. » Elle m'a menacé de me couper de la famille si je disais quoi que ce soit. Elle m'a dit qu'elle raconterait à tout le monde que je mentais. La voix de Patricia était maintenant ferme, libérée du poids qu'elle avait porté. J'ai essayé de glisser des indices au fil des années. Je te demandais si tu avais pensé à candidater ailleurs. Tu disais toujours « À quoi bon ?» Je me souvenais de ces conversations. Je pensais que Patricia était insistante. Je suis désolée, Aasia. Je sais que c'est fait. Elle s'est tue un moment, puis a regardé la piste de danse. Tu vas vraiment aller à Columbia? J'ai tapoté mon sac. J'y vais vraiment. Elle a ri. Un son court et humide. Puis elle s'est penchée et a dit quelque chose qui a réorganisé les 32 dernières années de ma vie en 3 secondes. Ta mère avait aussi postulé à Columbia, une fois, juste après le lycée. Elle n'a pas été admise. Je me suis tournée vers elle. Elle ne te l'a jamais dit, a dit Patricia. Elle n'en a jamais parlé à personne, mais j'ai trouvé la lettre de refus dans son placard quand on était adolescente. Elle l'a brûlée, et puis elle a prétendu n'avoir jamais voulu y aller. J'ai regardé Diane de l'autre côté de la pièce. Elle était assise seule à la table de famille, fixant le centre de table. Pour la première fois, je ne voyais pas une vilaine. Je voyais une blessure. J'ai serré Brooke dans mes bras au bord de la piste de danse. Elle a tenu plus longtemps que nécessaire. Je suis désolée pour ce soir, ai-je dit. N'ose pas t'excuser. Elle s'est reculée et m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas exactement de l'admiration, de la reconnaissance. Tu as été admise à Columbia 2 fois. J'ai souri. C'est vrai. Va être brillante. Elle a redressé mon col. Un geste si tendre qu'il a failli me briser. Et appelle-moi quand tu y seras. Je l'ai promis. J'ai trouvé mon manteau, mon sac, mes clés. J'ai traversé le lobby, devant le livre d'or et les photos de fiançailles encadrées, devant le service de voiturier et les guirlandes lumineuses qui clignotaient encore sur le porche. L'air d'octobre m'a frappé le visage, et je l'ai respiré jusqu'à ce que mes poumons me fassent mal. Ma voiture était garée à l'extrémité du parking. Je me suis assise côté conducteur, et j'ai sorti la lettre de Columbia de mon portefeuille. La lumière du plafonnier rendait le crest bleu presque argenté. Je l'ai relu, non pas comme dans le parking du Wawa, frénétique, incrédule, terrifiée à l'idée que ce soit une erreur. Cette fois, je l'ai lue comme elle était censée être lue.
par une femme qu'il avait toujours méritée. J'ai appelé ma meilleure amie, Dana. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. J'ai eu ma réponse, ai-je dit. À quelle question? À toutes. J'ai démarré la voiture. Le country club a rétréci dans mon rétroviseur, les lumières de la réception brillant encore derrière les rideaux. Quelque part à l'intérieur, ma mère était assise seule. Quelque part à l'intérieur, ma sœur dansait. Je me suis engagée sur la route de Comté et j'ai conduit vers l'est, vers chez moi, vers septembre. Mais les retombées, elles, ne faisaient que commencer. Les retombées n'ont pas explosé. Elles ont suinté. En 48 heures, l'histoire avait voyagé dans chaque branche de l'arbre généalogique. Non pas parce que je l'avais raconté. Je n'ai appelé personne. Patricia avait tout raconté à Martha ce soir-là, et Martha, qui avait passé 82 ans à se taire, avait décroché son téléphone le lendemain matin et appelé chaque frère, sœur, nièce et neveu qu'elle pouvait joindre. 3 de mes cousins du côté de ma mère m'ont appelé. Pas pour papoter, pour confirmer. On a toujours senti que quelque chose clochait, a dit ma cousine Linda. Elle parlait de Brooke comme si elle élevait un génie. Elle parlait de toi comme si tu étais une locataire. Mon oncle Frank. Ta grand-mère est furieuse. Elle dit qu'elle n'a jamais eu aussi honte d'un de ses enfants. Ma mère m'a appelé 11 fois en 3 jours. Je n'ai décroché pas une seule fois. Ces messages textes racontaient toute l'histoire de son effondrement intérieur. Lundi. Rappelle-moi. Nous devons en discuter comme des adultes. Mardi. Tu es puéril? À Asia. Mercredi matin. Très bien. Je dirai à tout le monde que tu as inventé ça. Mercredi après-midi, après que Martha eut passé ses appels, le silence. Elle n'a plus envoyé de message. La conséquence mesurable, Diane a été retirée du comité d'organisation de la réunion de famille annuelle de Noël, un rôle qu'elle occupait depuis 30 ans. Tante Linda a pris le relais. Personne n'a voté. Personne n'a rien annoncé. La conversation de groupe a simplement été créée sans le numéro de Diane. Quand elle l'a appris, elle a appelé Martha. Martha lui a dit « Tu as menti à ton enfant pendant 14 ans, Diane. Tu peux rater celle-là. » Elle n'a pas été exilée. Elle n'a pas été reniée. Elle a été repositionnée, déplacée du centre vers la marge. Le même endroit où elle m'avait maintenue toute ma vie. La symétrie ne m'a pas échappé. Brooke a appelé 5 jours après le mariage. Sa voix semblait épuisée par des heures de conversation ou des jours de pleurs. Probablement les deux. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où maman nous a comparés, a-t-elle dit. Et j'ai juste accepté ça. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi tu n'étais pas partie étudier ailleurs. Je n'y ai même jamais pensé. Tu avais 14 ans quand ça s'est passé, Brooke. Tu ne savais pas. J'en ai 28 maintenant. J'aurais dû demander. Nous avons parlé pendant 2 heures. C'était la conversation la plus longue que nous ayons jamais eue. La première où rien n'était édité, rien n'était adouci, rien n'était filtré par la version des événements de notre mère. Brooke m'a dit des choses que je ne savais pas, que Diane lui avait dit que je n'avais candidaté dans aucune université de 4 ans, que Diane avait dit que j'étais satisfaite d'une vie simple, que chaque fois que Brooke accomplissait quelque chose, Diane le présentait comme preuve de la supériorité de Brooke plutôt que de son effort, transformant ses accomplissements en armes contre moi, sans le consentement de Brooke. « J'étais son trophée », a dit Brooke. Je croyais être sa fille, mais j'étais son trophée. « Tu es sa fille », ai-je dit. « Tu n'es juste pas la seule. » Elle a posé la question que j'attendais. « Tu vas vraiment aller à Columbia ?» L'orientation est en août. Elle a été silencieuse. Puis maman m'a appelée aussi. Elle a dit que tu l'avais attaquée au mariage. Je lui ai dit que ce n'est pas ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a raccroché. J'ai laissé ça s'installer. Diane perdait l'enfant préféré. Non pas parce que Brooke me choisissait par rapport à elle, mais parce que Brooke choisissait la vérité par rapport à l'histoire. « Je t'aime, Keika », a dit Brooke avant de raccrocher. « Je t'aime aussi, Brookie. » C'était la première fois depuis des années que les mots ne semblaient pas compliqués. Août, Morningside Heights, les grilles de la Columbia University.
Je me tenais sur le trottoir devant le Learner Hall avec un badge autour du cou et un sac fourre-tout plein de documents d'orientation, entouré de gens 2 fois moins âgés que moi et 2 fois plus sûrs d'eux. Un gamin à côté de moi, peut-être 19 ans, faisait un FaceTime avec ses parents, leur montrant le campus. Sa mère pleurait. Son père faisait un pouce levé. J'ai rangé mon téléphone. L'orientation de General Studies était séparée. Nous nous sommes réunis dans une salle de séminaire. 32 adultes, avec 32 raisons différentes d'être là. Un ancien officier de la marine, une mère célibataire de 3 enfants, un type qui avait passé 10 ans comme cuisinier en brigade et avait décidé qu'il voulait enseigner l'histoire. Une femme de mon âge qui avait été hygiéniste dentaire et s'était réveillée un matin en se disant « Non, je n'étais pas la plus vieille. Je n'étais pas la plus atypique. J'étais, pour la première fois de ma vie d'adulte, exactement là où j'étais censée être. » Le conseiller académique se tenait devant et a dit quelque chose qui a atterri dans ma poitrine et y est resté. « Vous avez votre place ici. C'est pour ça qu'on vous a admis. » 7 mots. 14 ans de retard, mais arrivé au bon moment. J'ai pensé à ma mère, à la table de cuisine en 2012 et aux brochures de Community College à côté de mon bol de céréales. Aux mots qu'elle aurait dû dire, qu'elle aurait pu dire si elle avait été la mère dont j'avais besoin plutôt que celle que j'ai eue. Vous avez votre place ici. C'est pour ça qu'on vous a admis. Après l'orientation, je me suis tenue devant les grilles et j'ai pris une photo. Ciel bleu, vieille pierre, le crest que je portais dans mon portefeuille depuis des mois. Maintenant, au-dessus de ma tête, gravé dans le mur. J'ai envoyé la photo à Brooke et Patricia. Je ne l'ai pas envoyée à Diane. La première semaine de cours, une lettre est arrivée dans mon appartement. Manuscrite, 2 pages. L'écriture de ma mère, la même cursive penchée qu'elle utilisait sur les listes de courses et les cartes d'anniversaire et les brochures de Community College qu'elle avait laissées sur mon lit. Je me suis assise sur mon canapé et je l'ai lue. Ce n'étaient pas des excuses, c'était une explication, ou plus précisément, une défense. Tout ce que j'ai fait, c'était pour maintenir cette famille ensemble. Tu ne comprends pas les sacrifices que j'ai faits. Tu ne sais pas ce que c'était d'être mère célibataire avec 2 filles et sans soutien. J'ai fait des choix difficiles, pas parfaits, mais difficiles. Elle n'a jamais utilisé les mots « je suis désolée ». Elle n'a jamais dit « j'avais tort ». Elle a utilisé le mot « sacrifice » 4 fois et « ingrate » 2 fois. En bas, un post-scriptum. PS. Ta lettre de GS a été transmise chez moi par erreur. Je ne l'ai pas ouverte cette fois. J'ai fixé cette ligne. Je ne l'ai pas ouverte cette fois. Comme si la retenue était la même chose que le remords. Comme si ne pas répéter un crime était la même chose que le regretter. J'ai plié la lettre. Je ne l'ai pas brûlée. Je ne l'ai pas déchirée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai mise dans un tiroir sous une pile de vieilles déclarations de revenus. Et j'ai fermé le tiroir. Puis, j'ai pris mon sac à dos et je suis allée à mon premier cours. Introduction à la pensée politique américaine. Hamilton Hall, 9h10. Je me suis assise au 3e rang. J'ai pris des notes. J'ai levé la main 2 fois. Je ne devais pas ma colère à ma mère. Je ne lui devais pas mon pardon. Je me devais un semestre à Columbia. Et j'allais en profiter au maximum. Je ne vais pas prétendre que c'était facile. J'avais 32 ans. Je travaillais à temps partiel comme chef de projet à distance, tout en assumant une charge de cours complète. J'étudiais dans le métro. Je déjeunais à la bibliothèque. Je déclinais les happy hours et les escapades du week-end et toutes les invitations qui commençaient par juste cette fois. Le programme GS était fait pour des gens comme moi, des adultes qui avaient gagné leur chemin de retour, qui comprenaient la valeur d'une place dans une salle de cours parce qu'ils avaient passé des années en dehors. Mes camarades étaient des vétérans, des parents, des gens en reconversion, des immigrants, des gens qui ne prenaient pas un seul cours magistral pour acquis. À la fin du semestre, j'ai vérifié mes notes en ligne à 23 heures. Assise dans la même cuisine où j'avais un jour rempli le formulaire de candidature pour Tree County, GPA 3,7. Liste du doyen. Je l'ai lu 3 fois
Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis restée là dans l'obscurité, à laisser ça s'installer. Elle avait dit que je ne tiendrais pas un semestre. J'étais sur la liste du doyen. J'ai envoyé une photo du relevé de notes à Brooke. Elle a répondu en 30 secondes. Je suis tellement fière de toi. K, K, en majuscule. 3 points d'exclamation. Une série d'émojis que je ne pouvais pas tous déchiffrer, mais dont je comprenais parfaitement le sens. Patricia a envoyé des fleurs le lendemain. La carte disait « 14 ans de retard, mais arrivé au bon moment ». J'ai mis les fleurs sur ma table de cuisine. La même table, la même cuisine, mais tout le reste différent. Ma mère n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de message. Elle n'a pas envoyé de carte. Je lui avais dit que je la contacterais quand je serais prête, et elle n'avait pas testé la limite. Que ce soit du respect ou de l'entêtement, je ne pouvais pas le dire. Avec Diane, ça avait toujours ressemblé à la même chose. Je n'étais pas encore prête. Peut-être que ça prendrait encore longtemps. Après la fin du semestre, j'ai écrit à ma mère un email. Pas un message, pas un appel téléphonique, un email, parce que j'avais besoin de la distance. Et j'avais besoin que ce soit écrit. Maman, je suis prête à avoir une relation avec toi. Mais ça commence par l'honnêteté. Pas des explications, pas de j'ai fait ce qui était le mieux, pas de tu ne comprends pas mes sacrifices. Tu m'as pris quelque chose, tu as pris ma lettre d'acceptation. Tu l'as jetée et tu m'as dit que je n'étais pas à la hauteur. Tu m'as regardé croire ce mensonge pendant 14 ans. Tu m'as regardé me débattre avec ça à chaque dîner, chaque fête, chaque coup de téléphone où tu me rappelais que Brooke était en avance et que j'étais en retard. Quand tu pourras dire ça, vraiment le dire sans le transformer en discours sur toi-même, je répondrai à tes appels. La porte est ouverte, maman. Mais tu dois la franchir honnêtement. Asia. Je l'ai relu 4 fois avant d'appuyer sur envoyer. Puis, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allée courir. Elle n'a pas répondu. Ça fait 3 mois. Elle ne répondra peut-être jamais. Et j'ai dû l'accepter. Je ne peux pas contrôler si Diane Forrester change. J'ai passé 32 ans à essayer de mériter son approbation, à essayer d'être à la hauteur, à essayer de rester suffisamment petite pour qu'elle me remarque sans se sentir menacée. Rien de tout ça n'a fonctionné. Non pas parce que je n'étais pas à la hauteur, mais parce que sa capacité à me reconnaître n'a jamais dépendu de moi. Ça dépendait d'elle. Je ne peux pas guérir sa blessure. Je peux seulement arrêter de la laisser saigner sur moi. Certains jours, ça ressemble à de la liberté. Certains jours, ça ressemble à du deuil. La plupart du temps, ça ressemble aux deux. Comme se tenir sur un pont entre qui j'étais et qui je suis en train de devenir, regarder dans les 2 directions et choisir de continuer à avancer. Je ne vous dis pas ça pour que vous ayez pitié de moi. J'avais de la nourriture sur la table. J'avais un toit. J'avais une sœur qui m'aimait, même si aucune de nous ne comprenait vraiment le tableau complet jusqu'à récemment. Ma vie n'était pas tragique. Elle avait été réorientée. Et cette réorientation m'a coûté quelque chose que je ne peux pas calculer. 14 ans d'un chemin différent, d'un réseau différent, d'une version différente de moi-même. Mais je vous raconte ça parce que je pense que certains d'entre vous portent une version de ce mensonge en ce moment. Peut-être que votre mère vous a dit que vous n'étiez pas assez intelligent. Peut-être que votre père a dit que vous ne réussiriez jamais dans ce domaine. Peut-être qu'un professeur vous a rayé d'un trait, ou qu'un partenaire vous a convaincu que vos rêves étaient trop grands, ou que quelqu'un en qui vous aviez confiance a décidé de votre plafond à votre place, et que vous vivez en dessous depuis lors. Ils avaient tort. Et voici ce qui m'a pris 32 ans à apprendre. Vous n'avez pas besoin qu'ils l'admettent. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses. Vous n'avez pas besoin de leur permission. Vous n'avez pas besoin qu'ils regardent une lettre avec un crest bleu et disent « Je suis désolé, j'avais tort ». Vous avez juste besoin d'arrêter de les croire. Je ne suis pas allée à Columbia pour prouver à ma mère qu'elle avait tort. J'y suis allée parce que je méritais d'y aller. La fille qui avait rédigé cette lettre de motivation à la bibliothèque municipale après son service chez Salles, elle méritait d'y aller. La femme qui avait bâti une carrière dans la gestion de chantier sans que personne dans sa famille ne lui dise jamais
Je suis fière de toi. Elle méritait d'y aller aussi. Quel que soit votre Columbia, le diplôme, la carrière, le déménagement, la limite, la conversation que vous repoussez depuis des années, allez-y. Il n'est pas trop tard. Il n'a jamais été trop tard. La seule personne qui peut décider de votre plafond, c'est vous. Voici où j'en suis maintenant. Je suis en 2e semestre à la School of General Studies de Columbia. Je travaille toujours à temps partiel comme chef de projet. Il s'avère que gérer un calendrier de chantier à plusieurs millions de dollars est une excellente préparation pour gérer une charge de cours universitaire. Mon conseiller dit que je suis en bonne voie pour obtenir mon diplôme dans 2 ans et demi. J'envisage une mineure en études urbaines, parce que la fille qui était tombée amoureuse des plans dans une entreprise de construction veut comprendre pourquoi les villes fonctionnent comme elles le font. Brooke et moi dînons ensemble une fois par mois, parfois en ville. Parfois, elle monte jusqu'à Morningside Heights et on mange de la cuisine thaïlandaise bon marché sur Broadway. Elle me parle de Kyle et de l'appartement qu'ils rénovent, et du chien qu'ils ont adopté. Un bâtard nommé Biscuit, qui mâche tout. C'est la meilleure que notre relation ait jamais été. Honnête, sans filtre, sans tableau d'affichage. Patricia est sobre depuis le mariage. Elle dit qu'elle a arrêté de boire le lendemain matin, que quelque chose s'était débloqué quand le secret était sorti. Elle m'envoie un message chaque lundi. Vas-y cette semaine. Je réponds avec un pouce levé et un emoji café. C'est notre truc. Et Diane. Ma mère ne s'est pas excusée. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas appelé. Elle ne fera peut-être jamais rien de tout ça. Et j'ai fait la paix avec ça. Ou je suis en train de faire la paix avec ça. Ce qui est une façon plus honnête de le dire. Parce que ma valeur n'a jamais été la sienne à décider. Elle ne l'a jamais été. Et la fille qui avait glissé 63 $ en billets froissés dans une enveloppe et envoyé son rêve à New York, elle le savait. J'avais juste oublié pendant un moment. 14 ans. Il y a 14 ans, une lettre a été jetée. Mais la fille à qui elle était adressée, elle est toujours là. Voilà mon histoire, et je veux connaître la vôtre. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un dans votre famille vous avait intentionnellement retenu? Ou êtes-vous déjà retourné pour suivre un rêve qu'on vous avait dit trop grand? Je lis chaque commentaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. J'ai d'autres histoires comme celle-ci, et certaines sont encore plus folles. Consultez la description pour la prochaine. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour ouvrir la porte qu'ils ont essayé de fermer. À bientôt.